RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans votre émission du 13h en ce mercredi 8 décembre. J'espère que vous allez bien, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans Les Masques Tombent. Alors vous pouvez évidemment retrouver l'émission en rediffusion sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN. Alors aujourd'hui dans Les Masques Tombent, je reçois le président de l'association SOS Amitié, Monsieur Yves Mochard. Bonjour Monsieur Mochard, Bonjour, comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous d'être à mes côtés aujourd'hui dans Les Masques Tombent. Alors, Monsieur Mochard, vous êtes donc président de l'association SOS Amitié, association qui existe en France depuis 1960. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots d'abord en quoi consiste dans les grandes lignes cette association ? Alors, pour reprendre un petit peu l'historique, puisque vous l'évoquez, l'association a été créée sur un poste parisien en 1960, en référence à une association, enfin, à un pasteur anglais qui avait mis ça en place à Londres. Il avait passé une annonce dans un journal: si vous avez envie de vous suicider, téléphonez-moi d'abord. C'est comme ça que ça a commencé. Et en Angleterre, ce sont les Samaritans. Et donc l'association a été reproduite en France en 1960 et depuis a essaimé sur tout le territoire. Actuellement, il y a 44 associations locales réparties sur la France, 9 postes parisiens. Et nous sommes environ 1700 bénévoles écoutants dans l'association qui nous relayons 24 heures sur 24, puisque nous sommes la seule association généraliste qui écoutons en permanence. Alors est-ce que depuis 1960, vous avez l'impression, vous connaissez les origines, les créations de l'association, est-ce que c'est une association qui prend de l'ampleur depuis le temps ? Alors, depuis quelques années, notre effectif est assez stable. Nous sommes entre 1500 et 1700 bénévoles, avec les arrivées et les départs. Il semblerait, mais ça on va le mesurer peut-être dans l'année à venir, que la période Covid nous ait amené beaucoup de candidatures, et puis que ça puisse augmenter les effectifs. Mais ça, parce que on en parlera certainement sur la formation des bénévoles. On a un temps de latence qui fait que on pourra mesurer ça au cours certainement de l'année qui vient. Alors oui, on en parlera justement de cette crise sanitaire Covid qui a renforcé les appels au sein de l'association. Et justement, pour les personnes intéressées, pour les auditeurs qui aimeraient rejoindre l'association, comment on fait ? Alors, il y a tout un parcours. On ne devient pas bénévole. On devient bénévole parce qu'on le souhaite, bien sûr. Mais après, il y a pas mal de conditions à remplir. Il y a d'abord un premier contact à prendre avec l'association. Alors, soit on peut téléphoner, soit on trouve sur les sites internet, soit sur le site fédéral, soit sur les sites locaux. À Nancy, nous avons un site qui s'appelle SOS Amitié Sud-Lorraine toutattaché.fr. SOS Amitié Sud-Lorraine toutattaché.fr. Et sur ce site, on va trouver une fiche de candidature. Donc cette fiche de candidature, la personne peut la remplir, nous l'adresser, et à partir de là, nous prendrons contact avec elle. Elle aura un premier contact téléphonique qui va un petit peu lui expliquer en quoi consiste l'association, comment ça se pratique, l'écoute, quel type d'écoute, un peu parler de la formation également. Donc suite à ce premier entretien, si ça convient à la personne, on lui propose un rendez-vous en présence avec 2 bénévoles de l'association. Donc là, on passe entre une demi-heure, 1 heure à parler avec elle, à lui expliquer en détail, à répondre à ses questions. Et puis, de la même manière, si cet entretien convient à la personne et à nous également, nous lui proposons un rendez-vous chez un psychologue. Alors, le rendez-vous chez le psychologue, c'est pas pour évaluer la personne, c'est pour bien mesurer si, et comme tout un chacun, en traversant la vie, on rencontre des difficultés, des problèmes. Il ne faudrait pas que ces problèmes soient réveillés ou que ça résonne trop fort chez la personne quand elle sera à l'écoute. On n'est pas là. Il ne faut pas que la personne se retrouve en difficulté. Donc c'est pour
pour bien évaluer ça. Et puis, si ce pas est franchi, il y a une évaluation collégiale au sein de l'association et le candidat rentre en formation. Alors, cette formation également est aussi un parcours assez long, puisque il est étalé sur 5-6 mois à peu près. Alors, c'est pas 5-6 mois en continu, bien sûr, puisque nous avons également dans nos bénévoles des gens qui travaillent, donc on aménage, et c'est souvent organisé autour des samedis, justement pour pouvoir privilégier également les personnes travaillant. Et donc, il y a plusieurs séances de formation théorique encadrées par un psychologue. Et puis ensuite, les personnes viennent assister à des écoutes. C'est-à-dire qu'il y a un bénévole qui est à l'écoute, qui fait ses plages d'écoute. Et puis, le candidat entend, écoute comment se passe un échange. Mmh. Et puis, rapidement, il passe en alternance. C'est-à-dire qu'un appel sur 2, sur 3, c'est le candidat qui prend l'appel. Comme ça, c'est en quelque sorte, c'est un peu de l'auto-formation. On se forme à l'écoute. On est un peu formé, mais surtout, on s'habitue, on se forme en prenant des appels. Il y a à nouveau, après, une partie de formation théorique, alors qui est soit donnée par un psychologue, soit donnée par des bénévoles de l'association sur des spécificités de l'association. Et puis après, on passe ce qu'on appelle des écoutes actives, c'est-à-dire pendant 8 plages d'écoute, le candidat va prendre des appels. Donc je rappelle, au niveau des actions, vous répondez à des appels de détresse toute l'année, 7 jours sur 7, par téléphone. On parlera aussi des mails, des chats aussi qui sont présents aussi dans l'association. Je rappelle que cette association permet de prévenir le suicide par l'écoute du mal-être, de l'angoisse, du désespoir que les personnes peuvent parfois ressentir. Est-ce que vous pensez que ce sont encore des sujets qui sont assez sensibles, voire même tabous à évoquer aujourd'hui ? Alors, comme vous le dites, ce que nous pensons faire à SOS Amitié, c'est ce qu'on appellerait de la prévention primaire. C'est-à-dire qu'une personne qui va évoquer une difficulté de vie, quelle qu'elle soit, un mal-être lié au travail, lié à une relation familiale, lié à un problème de santé ou d'autres, de logement, ces difficultés, on ne sait jamais où elles peuvent mener. Ou des problèmes de santé psychique, de maladie mentale, nous avons également des personnes malades qui nous appellent. Et donc, on ne sait jamais. Donc, en écoutant ces prémices, on pourrait dire, les personnes peuvent peut-être arriver à dépasser ça, à se libérer et à ne pas s'enfoncer dans quelque chose de plus difficile. Donc, c'est en ça que nous parlons de prévention primaire. Et puis, bien sûr, nous avons également des personnes qui sont avec des difficultés plus importantes qui nous appellent. Alors, ce que l'association propose, ce n'est pas de trouver des solutions pour elles. L'idée, c'est que en parlant avec elles, qu'elles puissent trouver en elles les ressources qu'elles ont certainement, mais qui sont pour elles souvent méconnues. Donc il faut arriver à éveiller, à trouver ces ressources que pour elles puissent les mettre en œuvre et trouver leurs solutions. Ce qui sera toujours mieux si elles-mêmes trouvent des solutions qui leur correspondent que quelqu'un d'extérieur qui va leur dire « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». C'est toujours un autre point de vue. Et au niveau des témoignages, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir aidé une personne, de l'écouter et d'avoir des retours par la suite, des témoignages des personnes qui ça leur a vraiment fait du bien, ça les a aidés dans leurs besoins? Voilà, nous avons ce genre de témoignages, mais on ne les a jamais directement, puisque notre écoute est une écoute anonyme. Donc les personnes qui nous appellent... nous n'avons à aucun moment leurs coordonnées, le numéro de téléphone ne s'affiche pas, nous ne demandons jamais les coordonnées des personnes et nous n'en donnons jamais sur nous-mêmes, bien sûr. Donc l'anonymat est respecté dans tous les sens. Donc le suivi ne peut pas se faire, mais régulièrement nous avons des appels où les gens nous disent « merci à SOS Amitié », par la personne qui est là présentement, mais « merci à SOS Amitié, vous m'avez beaucoup apporté, j'avais des difficultés », ou nous recevons des courriers également. Qui évoque ça. Donc ça, c'est gratifiant pour les bénévoles.
Et on en parlait en début d'émission de la crise Covid qui a malheureusement favorisé ces différents appels d'écoute. Est-ce que ces appels sont toujours aussi récurrents depuis le début de la crise sanitaire, ou est-ce que c'est un petit peu diminué maintenant ? Alors, il y a eu plusieurs vagues qui sont liées un petit peu aux vagues de l'épidémie. Hein. Alors, en ce moment, par exemple, il y a une petite tendance on le constate, à la remontée du nombre d'appels. Et puis, à nouveau, le sujet Covid qui avait un peu disparu revient à l'ordre du jour. Et il est vrai que pendant le premier confinement, alors ça a été très compliqué pour notre association, puisque, comme beaucoup d'endroits, nous écoutons à partir d'un endroit dédié. Les bénévoles viennent à l'association pour écouter. C'était ça le principe. Donc, beaucoup de locaux associatifs ont été fermés. Donc, plus de possibilités d'écoute. Et rapidement, il a été proposé au niveau national ce qu'on pourrait appeler du télétravail, ce que nous appelons de l'écoute à domicile. Un dispositif un logiciel qui s'installe sur l'ordinateur personnel du bénévole, et il peut écouter depuis chez lui. Alors, écouter depuis chez lui dans des conditions bien strictes et qui doivent être respectées, bien sûr. Alors maintenant, on arrive à la période de Noël aussi. J'ai remarqué que sur votre site aussi, vous dites qu'il y a une forte pression des appelants pendant cette période de Noël, mais une moindre présence, une forte pression des personnes qui vont appeler, mais vous avez moins d'écoutants, de personnes qui vont être là pour les écouter. Comment vous gérez alors cette période de Noël ? Effectivement, c'est une période qui est toujours délicate pour nous, parce qu'on sait que les appels de solitude en période de fête, en fin d'année, sont toujours beaucoup plus forts. Les gens ressentent beaucoup plus la solitude quand ils savent qu'autour d'eux, les gens se retrouvent en famille, entre amis, et quand ils sont seuls, c'est encore plus difficile à ce moment-là. Et bien sûr, les bénévoles, comme tout un chacun, retrouvent leur famille, retrouvent leurs amis. Donc, nous avons moins de présence des bénévoles. Alors, on essaie de les motiver, on essaie, pour ceux qui le peuvent, d'augmenter leur engagement, d'être plus présents, mais c'est toujours une période qui est difficile pour les gens qui nous appellent, et qui est difficile également pour les écoutants. Et justement, en dehors de la période de Noël, est-ce que vous êtes en recherche active aussi de bénévoles sur le long terme ? Constamment. Comme je vous le disais, nous sommes 1700, et selon les périodes de la journée, la nuit c'est plus difficile d'avoir de la présence. Nous recevons en période normale, hors Covid, hors période de tension Covid, entre 7 et 8 000 appels par jour sur la plateforme nationale. Et pendant les pics de la période Covid, c'était 10 000 appels jour. Et bien sûr, nous sommes 1700. Donc nous arrivons à répondre à 25-30% des appels. Et la nuit, c'est plus difficile. Donc, bien sûr, nous sommes constamment en recherche de bénévoles. Il est nécessaire d'augmenter notre effectif. Et j'ai remarqué aussi qu'au premier confinement, il y a eu des tentatives de suicide qui étaient liées aussi à la solitude. Est-ce que vous pensez que la solitude, c'est un des premiers critères aussi de cette tentative de vouloir passer à l'acte également? Alors, c'est très difficile à vous répondre. Les raisons qui amènent un suicide sont toujours multiples. Sont très souvent, pas toujours, mais très souvent multiples. Bien sûr, la solitude est une raison importante dans ce qu'on relève, dans les tentatives de suicide et dans les suicides, bien sûr. Alors, la période Covid a renforcé la solitude, l'isolement, les craintes, ce qui a effectivement, par moment, alors je ne pourrais pas vous dire dans quel moment, mais je sais qu'il y a eu des pics d'appels liés aux tentations suicidaires. Alors on parle aujourd'hui de l'association SOS Amitié avec le président Yves Mochard, aujourd'hui dans Les Masques tombent sur RCN. Et on écoute maintenant Rise the Purple Disco Machine. RCN. Le son de la différence. Et je suis aux côtés de Yves Mochard, alors président de l'association SOS Amitié. Monsieur Mochard, est-ce que vous pourriez aussi nous faire part est-ce que vous aviez des idées, des projets que vous aimeriez apporter de plus dans l'association aussi ?
Alors, déjà pour faire un petit point sur comment l'association évolue, il y a quelques années en arrière, les associations écoutaient au niveau local. On écoutait à Nancy, par exemple, sur la Meurthe-et-Moselle, et puis on débordait un petit peu, puisque les gens qui nous appelaient à partir de leur téléphone, et à l'époque, il n'y avait pas de forfait illimité, etc. Donc ils appelaient en local parce que le téléphone coûtait cher. Aujourd'hui, nous sommes sur une plateforme de routage, donc toutes les associations sont reliées. Quand un appel arrive, comme sur une plateforme, il est au mieux envoyé vers un téléphone libre, ce qui nous permet d'avoir une meilleure réponse. Et également, nous écoutons aujourd'hui par chat et mail, donc ce qui permet une réponse différente. Alors les créneaux horaires ne sont pas sur toute la journée. En mail, bien sûr, les gens peuvent nous envoyer un mail, on leur garantit une réponse sous 48 heures. Et en chat, il y a une plage qui est ouverte, il me semble, je sais pas, c'est de midi ou 14h à 3h du matin. Donc là, c'est en chat, en direct avec les personnes. Et ce que nous avons constaté sur le chat, c'est que nous avons de très jeunes, des adolescents, voire préadolescents qui chattent. Et ça a été pour nous une découverte parce que l'écoute que nous proposons, comme je vous le disais tout à l'heure, est une écoute non directive. On n'est pas là pour donner des conseils. Et c'est vrai, quand vous avez un préado de 10 ans, 12 ans qui appelle, il est plutôt en demande de conseils. Donc, c'est un petit peu délicat, compliqué pour nous, mais nous travaillons sur une réponse à apporter. Et également, le Covid a amené des appels téléphoniques de jeunes, ce que nous n'avions pas avant. Oui. C'est vraiment là, il y a eu vraiment une transition. Ouais. On en parlera un peu plus tard aussi, justement, de cette tranche d'âge qui des jeunes de moins de 25 ans qui a beaucoup augmenté de 58%. Est-ce que la durée des appels, elle est d'environ 20 minutes? Est-ce que ça varie aussi? Comment ça se passe un petit peu, cette durée? Oui, la durée des appels n'est pas prédéfinie. Oui. Bien sûr. Alors, il y a plusieurs typologies. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un lien quotidien, donc qui nous appellent une fois par jour, on va dire, à peu près. Donc ces appels-là sont assez brefs. C'est juste un petit coucou, on dit bonjour, on discute de la pluie et du beau temps, de ce qu'on va manger à midi, et puis voilà, c'est en quelques minutes. Ça leur permet d'avoir un lien, parce que souvent, ce sont des personnes isolées, et souvent, on nous dit, vous êtes la seule personne avec qui je parle aujourd'hui. Donc, ils ont besoin de ce lien. Et puis, il y a évidemment des appels de crise, ce que j'appellerais de crise, des gens qui sont dans de grosses difficultés et qui ont besoin d'en parler, d'avoir un échange. Et là, nous ne limitons pas la durée des appels. Oui. On essaye de les contenir pour ne pas déborder, parce que comme nous en recevons beaucoup, il faut laisser la place aussi à d'autres qui pourraient nous joindre. Mais si une personne a besoin de temps, nous lui laissons tout le temps nécessaire. Et justement, je parlais avant au niveau des statistiques, là on parle plutôt des chats. 58% des appelants qui évoquent des pensées suicidaires sont des jeunes de moins de 25 ans. Oui. Comment est-ce que vous pourriez essayer de nous expliquer cette montée de pensées suicidaires pour les jeunes de moins de 25 ans? Alors il y a beaucoup d'études qui sont là-dessus. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un jeune qui fait une tentative de suicide, c'est pas comment le dire, c'est pas dans l'idée de mourir, c'est dans l'idée de mettre fin à un moment difficile, et la tentative de suicide ou le suicide, hélas, c'est un moyen de mettre fin à un moment difficile, mais il y a pas l'idée que ce sera réellement une fin. Voilà, ce qui est très différent pour des classes d'âge supérieurs. C'est plus l'idée en soi pour les jeunes de moins de 25 ans qui ne passent pas forcément à l'acte. Voilà, c'est plutôt ça. Alors restez avec nous sur RCN en compagnie de Yves Mochard, président de l'association SOS Amitié. Et on écoute maintenant Waiting for You de Mawaloud sur RCN.
Toujours en compagnie de Yves Mauchard, président de l'association SOS Amitié. Alors on parlait juste avant justement des jeunes de moins de 25 ans qui ont de plus en plus de pensées suicidaires, de vouloir passer à l'acte. Mais les jeunes privilégient plus l'écrit, l'email, le chat par rapport à des appels. Est-ce que vous pensez aussi que c'est pour cette peur d'être reconnu par téléphone qu'ils préfèrent l'écriture aussi ? Alors il y a plusieurs raisons. Chat et mail, c'est quelque chose dont ils ont l'habitude, ils sont nés avec. Donc c'est un moyen qu'ils connaissent très bien et qu'ils pratiquent facilement. Et puis, il y a également une autre raison, c'est que quand ils sont en famille, dans leur chambre, il est plus facile d'envoyer un mail ou un chat, d'écrire par chat, que de téléphoner. La voix porte et on peut être entendu. Donc c'est aussi simple que ça, quoi. C'est plus facile. Et quand on est sur son ordinateur en train de chatter, si quelqu'un arrive, on peut changer de page facilement. Et comme ça reste discret. C'est vraiment voilà les raisons, quoi. Et puis avec son téléphone, on peut être n'importe où pour pouvoir le faire. Dans la rue, on peut chatter, et aujourd'hui également nous téléphoner. Comme je le disais. C'est plus une dimension pratique au final pour eux, le chat ou le mail. L'habitude et voilà. Et il y a aussi la cause du problème relationnel au travail qui a baissé pendant le premier confinement. Et du coup, je me demandais, avec le retour au travail, les gens qui sont retournés au travail, est-ce que ça a augmenté ce nombre ? Alors là, je pourrais pas vous le dire. Là, de tête, j'ai pas la mesure de ça. Mais le premier confinement, ça s'explique. Les gens étaient chez eux et il y avait moins de conflits au travail, tout simplement. Il y avait d'autres problèmes qui se posaient, puisque après, c'était des relations familiales, c'était un peu l'isolement. Mais c'est vrai que les difficultés au travail, on a bien vu pendant les confinements beaucoup se réduire. Et est-ce que vous, il y a des actions, même des dispositifs que vous aimeriez mettre en place, mais qui n'ont pas été possibles à cause d'obstacles ou même pendant la crise sanitaire ? Alors, comment répondre à ça ? Comme je vous le disais tout à l'heure, la crise sanitaire nous a beaucoup impacté du fait de la difficulté de présence des bénévoles. Et on le ressent encore aujourd'hui. Et là, je vais élargir un petit peu la question parce que dans tous les milieux associatifs, on constate une difficulté d'engagement. Beaucoup d'associations ont perdu des adhérents et ont perdu des bénévoles qui s'engageaient dans le fonctionnement associatif. Et nous l'avons également à SOS Amitié. Il y a eu beaucoup de repli sur soi, quelles qu'en soient les raisons. Que les associations soient de loisirs, de culture, sociales, partout on le constate. Alors quels sont vos espoirs ? Maintenant, parlons un petit peu de l'avenir, vos espoirs, vos projets pour le futur au sein de l'association. Alors, c'est de continuer à recruter, parce que ça, c'est vraiment le nerf de la guerre pour nous, d'augmenter les effectifs. Également, nous avons besoin de financement pour toutes ces formations qui sont données par des psychologues professionnels. Actuellement, nous travaillons avec 5 psychologues que nous rémunérons. Donc nous avons des frais importants. Si les gens qui ne souhaitent pas s'engager peuvent envoyer un don, qu'ils aillent sur notre site. Ils trouveront un moyen de nous aider, de nous aider à former nos bénévoles, ce qui est nécessaire. Ça, c'est vraiment important. Et puis, nous suivons également la société dans son évolution. Nous étions au téléphone, chat, mail. Demain, allez savoir qu'est-ce qu'il en sera. Également, nous avons produit au niveau national des petits films qui étaient passés sur Facebook l'année dernière, justement en parlant de suicide. Voilà. Merci beaucoup Yves Mauchard. Je rappelle que vous êtes président de l'association SOS Amitié. Merci d'être venu au micro des Masques tombent. Je vous donne quand même le numéro de téléphone si vous êtes dans le besoin, que vous voulez contacter l'association. C'est au 09 72 39 40 50. Je vous souhaite une très belle journée sur RCN. Prenez soin de vous et je vous retrouve à demain. RCN, www.rcn-radio.org